Dans l'équipe, nous avons travaillé déjà depuis 3 ans. En fait, nous travaillons avec le lycée français de San Francisco et le lycée franco-américain de Santa Rosa en Californie. Il n'était pas prévu la pandémie. Et donc, en fait, nous avons commencé déjà à travailler avec des enseignants dans une recherche collaborative, en observant les classes, en ayant des entretiens avec les élèves, en faisant des questionnaires avec une approche sociodidactique pour essayer de comprendre comment les élèves et les enseignants pouvaient modéliser les ressources plurilingues au bénéfice de l'enseignement du français avec une approche plurielle et pas simplement une approche linguistique française qui s'opposerait à d'autres langues utilisées, mobilisées par les élèves à des fins de communication et d'expression identitaire. Donc, les enseignants avec qui nous avons travaillé, nous leur avons proposé, s'ils le souhaitaient, de s'investir dans la recherche Français Plus. Et donc, aujourd'hui, là, je vais vous présenter un travail qui a été fait avec un enseignant de CM1, donc nous connaissons déjà les pratiques, et qui déjà intègre dans son enseignement les ressources plurilingues des élèves. Dans sa classe, il y a une didactique intégrée du français, des approches plurielles du français. Et donc, c'est une leçon qui ne tâtonne pas à ce niveau-là. C'est un enseignant qui utilise bien sûr la comodalité depuis un certain temps, au moment où nous travaillons ensemble. Et surtout, c'est un travail que nous avons fait avec plusieurs praticiens de cette recherche, nous avons appelé recherche de PRC, qui étaient vraiment impliqués, qui souhaitaient travailler avec nous sur la question du numérique. Et donc, nous avons cette fois-ci travaillé pour essayer de comprendre avec eux, du côté de l'enseignant, comment un enseignant va planifier, mettre en œuvre et analyser une séance d'études de la langue donc en situation de comodalité. Est-ce qu'il prend en compte le contexte plurilingue, etc. Et puis, du côté des élèves, que font-ils et comment ils interagissent et avec qui? Alors, le temps était très contraint, donc nous avons dû vraiment construire une méthodologie dans le temps qui nous était donné. Donc, nous avons choisi de travailler avec la méthodologie de la lesson study, c'est-à-dire une leçon qui est construite conjointement par un ensemble d'enseignants, donc qui est planifiée. Il y a des choix qui sont faits, qui sont discutés. Ensuite, la leçon, le cours en fait est fait, il est enregistré et ensuite, les vidéos sont analysées par les enseignants. Donc, ça s'est passé dans une classe où les élèves sont plutôt heureux d'être en classe. L'enseignement à distance et les usages plurilingues sont établis, ritualisés, les activités didactiques sont diversifiées. Le stress est plutôt assez bas du côté des élèves, là où on a des informations côté questionnaire. Et dans la classe, on a 4 élèves qui sont à distance depuis plusieurs mois ou toujours, au moment où on enregistre. 3 élèves qui ont vécu environ 1 mois au premier trimestre et 10 élèves qui ont une expérience peu importante en fait, de la classe à distance. Nous avons enregistré une partie des séances de planification d'échange entre les enseignants, la leçon avec la vidéo du côté des élèves en présentiel et la vidéo du côté des élèves en Zoom, et nous avons nous-mêmes en fait suivi la leçon en Zoom aussi. Et nous avons enregistré l'autoconfrontation, l'analyse de séance en fait à partir des 2 vidéos qui ont été faites. Voilà, alors pour aller très vite, Sophie, je ne vais même pas regarder l'heure de départ, je suis désolée. Ce sur quoi les enseignants s'appuient pour planifier la séance. Alors bien sûr, les savoirs et les démarches, d'un point de vue didactique, il s'agit de mettre l'élève en situation de recherche, etc., etc. Mais du côté des outils, l'attention était vraiment très, très forte. Il y avait une attention extrêmement forte dans les discussions à la problématique de l'outil et notamment du support numérique qui devait être interactif et des documents qui devaient être conjoints et partagés. Et donc, ça a généré certains choix qui ont été faits. Donc, la question essentielle dans les échanges de planification, c'était comment donner à voir ce que l'on veut donner à comprendre. Et l'écran est le premier lieu d'échange et de construction du savoir. Et c'est vraiment très, très fort, beaucoup plus que tout ce qu'on a vu en dehors dans les classes habituelles, dans la première partie de la recherche. Et bien sûr, la question pédagogique, c'était comment faire pour que la comparaison des langues aide à l'élaboration de la règle et pas le contraire. Et en fait, les enseignants ont résolu ce problème didactique en manipulant le tableau.
en travaillant très concrètement à la gestion de ce visuel qui était donné à voir. En travaillant ce visuel, ils ont trouvé des solutions pour aller solliciter la construction de la recherche et de la pensée des élèves. Ce n'était pas simplement conceptuel. Cette manipulation leur a permis de construire du donné à travailler. Dans la classe, du coup, on a un enseignant qui est médiateur entre les deux espaces, avec un écran qui est le premier visuel, mais aussi la voix de l'enseignant qui est le premier lien en fait, entre les élèves à distance et les élèves en présentiel. Par contre, ce qui est assez frappant, c'est que les élèves, eux, ne s'entendent pas mal, ne se voient mal, et qu'ils, même s'ils ont des ateliers et des modalités similaires, ils ne coagissent pas entre ceux de l'extérieur, enfin ceux du Zoom, et ceux du présentiel. Il y a des mises en atelier, mais il y a une sorte de barrière qui existe et qu'ils vivent. Alors, les choix pédagogiques pour essayer de gérer ça sont des choix liés aux interactions verbales. Donc, on avait des ritualisations qui avaient été mises en place, nommer, préserver un silence entre les tours de parole si nous ne s'entend plus, des reformulations systématiques, faire varier les modalités interactionnelles entre des ateliers, du collectif, etc. Manipuler peu de documents et les ranger de façon très systématique. Et puis avoir une réelle tolérance aux difficultés techniques. Alors ça, c'est assez rigolo parce que c'est une compétence que l'on a très souvent chez les personnes qui vivent en situation de contact de langue et de culture. C'est la symétrie linguistique qui développe une compétence de tolérance en fait, interactionnelle. Et là, on l'a en termes de numérique. Et donc, il y a un certain nombre de pratiques en fait, très, très ritualisées qui ont été mises en place par l'enseignant, mais aussi par les élèves. Ils ont l'habitude de travailler comme ça et ils s'écoutent. Par contre, du côté des élèves, qu'est-ce qu'on a quand on leur demande à quoi ils sont attentifs en cours, donc en orange, ici, voilà, vous voyez le degré d'attention qu'ils estiment avoir à distance et le degré d'attention qu'ils estiment avoir en classe. Ce qui est intéressant, c'est que tous les gestes sont mobilisés, que l'on soit à distance en classe. Par contre, le degré d'attention est moindre à distance. Et le premier élément de concentration, c'est le tableau. Alors, du coup, on leur a demandé un petit peu de se dessiner à distance et de se dessiner en présence. Et je voudrais juste vous montrer comment ça s'exprime dans leur dessin. Donc ici, ce sont les élèves qui ont vécu le cours à distance depuis plus d'1 mois. Donc là, il n'y en a que 4 dans la classe. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'ils mettent en scène, bien sûr, des vignettes, un certain nombre de vignettes et un certain nombre d'élèves, mais jamais ils ne mettent en scène le présentiel, les autres élèves en présentiel. Et par contre, il y a réellement des signes de concentration et d'apprentissage, puisque là, ces 4 élèves, de toute manière, sur le tableau qui est présenté, mettent en scène des savoirs. Il y a une très, très forte mise en scène des savoirs. Alors, l'enseignant aussi est mis en scène, mais dans presque tous les dessins de cette classe, les savoirs sont mis en scène sur le tableau. Ici, vous avez, à contrario, le point de vue des élèves en présentiel. Donc, c'est des élèves qui ont surtout vécu en présentiel. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a, oui, des savoirs, bien sûr, et puis l'enseignant qui a le rôle de mise en scène en fait, du savoir, mais vous avez tous les autres élèves du présentiel. C'est-à-dire qu'un élève en présentiel se met en scène dans une communauté d'apprentissage et les autres élèves à distance sont bien mis en scène aussi. Donc, on a un rapport à l'autre qui est extrêmement différent selon l'expérience en fait, d'apprentissage que l'on a et un rapport au savoir qui peut à terme se constituer de façon différente. Alors, du côté de l'enseignant, pour conclure, ce qui se joue ici, c'est une posture de pilotage extrêmement structurée, extrêmement forte, avec un travail de systématisation et de régulation, avec toujours une question de la part des enseignants, c'est comment appréhender l'élève qui, de fait, est invisible, ce qui pose l'hypothèse qu'il y a des styles d'enseignement qui vont être privilégiés dans ce type de structuration interactionnelle, et ce qui pose aussi la question de la créativité, de la spontanéité des élèves qu'on retrouve très fortement au présentiel, mais là, de façon manifeste, elle est beaucoup plus compliquée. Et des manières d'apprendre qui sont différentes, mais qui peu à peu se ritualisent. Ça ne veut pas forcément dire que les élèves apprennent moins, enfin, rien ne nous permet de dire ça,
Et on peut se demander si ces nouvelles modalités vont mettre en place aussi différentes modalités socio-constructivistes d'apprentissage qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Et les élèves en sont les premiers acteurs, comme cet élève-ci nous l'a donné à voir lors du dessin, de la mise en scène, cette fois-ci d'un cours à distance où tout le monde était à distance. Voilà, ce travail n'aurait pas pu avoir lieu, il n'a pas eu lieu sans les enseignants, soyez certains, je les remercie, et sans les formateurs et Laurent, directeur d'Imbécilité formateur aussi. Et donc, je remercie toute l'équipe de praticiens qui est présente ou un petit peu absente aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, Véronique. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir? Laurent, peut-être, ou Ludivine, qui êtes de l'établissement concerné, même si Ludivine, vous êtes en maternelle. Oui, moi j'étais en maternelle, du coup, j'ai pas vraiment. J'étais sur d'autres problématiques, avec que des enfants sur Zoom, donc personne en présentiel. Mais je remercie beaucoup le travail avec les universités de Rouen. Merci Véronique. Ce qui est intéressant dans l'analyse faite par Véronique et l'équipe, c'est le pilotage fort qui ressort. Et comme tu disais, Véronique, ce qui a été presque une obligation, c'était d'entrer dans ce modèle-là de posture d'enseignant pour pouvoir maîtriser les paramètres nouveaux de la situation. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était une posture qui était déjà installée ou naturellement quelque chose qui s'est renforcé dû aux contraintes? Là, tu poses une question qui concerne l'enseignant proprement dit. Il est certain que si on n'a pas déjà cette manière un petit peu de construire son cours, on ne peut pas le créer comme ça. Peut-être qu'un enseignant va changer sa manière d'enseigner et au bout de 3 ans, il intégrera un nouveau style. Mais là, en plus, on le sait puisqu'on a travaillé ensemble avant, il y avait tous ces gestes de pilotage étaient déjà construits, mais de façon un peu différente dans la classe habituelle, quoi. Donc, le travail sur la ritualisation, etc., c'était un élément pédagogique très, très fort de la posture de cet enseignant-là. Mais ce qui est intéressant là, c'est que ce qui est particulier, c'est que ce style d'enseignant, ou d'enseignement plus exactement, parce qu'il est favorisé par la comodalité. C'est-à-dire que si on veut que la comodalité soit efficace, ben oui, il faut mutualiser manifestement. Et oui, si on a déjà ce type de geste, c'est plus facile de travailler en comodalité. Ça l'est beaucoup moins, sans doute, si on travaille avec d'autres formes de régulation interactionnelle. D'autres expériences à mener avec d'autres enseignants. Bénédicte, vous souhaitez réagir? Par rapport à la posture, une posture que j'aime bien adopter, c'est la posture du lâcher-prise. Montrer que j'ai confiance aux enfants. Et j'étais un petit peu désarçonnée avec cette comodalité parce que j'avais peur de laisser tomber quelque part par cette attitude de lâcher-prise, posture de lâcher-prise, mes élèves à distance en fait. Et donc, comment vous avez... S'ils ne J'ai sont pas sentis lâchés, de... manifestement. Comment? Ils ne se sont pas sentis lâchés, manifestement. Non, mais j'ai essayé d'être vigilante, mais tout en montrant que je voulais leur faire confiance pour qu'ils travaillent. Mais j'ai l'impression de bouger dans tous les sens, en fait. C'est pour ça la question du corps, de la gestion du corps et du langage corporel m'intéresse et j'aimerais bien creuser davantage.